Ça y est, on a enfin un Bitcoin qui se réveille un peu plus et qui se rapproche de zones assez cruciales pour la suite de ce cycle haussier. Est-ce que Bitcoin va repartir à la hausse et on va enfin vivre le bonheur avec un bull market qui sera certainement incroyable, ou alors est-ce que c'est encore un énième piège de Bitcoin? En tout cas, dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qu'il en est de la manière la plus objective possible. Pour commencer, on regardera l'actualité du marché, qu'est-ce qui se passe, et j'ai un petit peu d'opium à te montrer par rapport à Bitcoin et son évolution. Ensuite, on regardera le sentiment du marché, où est-ce qu'on en est. On fera aussi un tour sur la macroéconomie, comment elle se porte, car comme tu sais, c'est l'un des indicateurs clés pour savoir si le marché va être haussier ou baissier. On fera un tour sur les graphiques avec quelques trucs intéressants à te montrer, notamment quelques altcoins, et on finira avec une sagesse du jour. Ça faisait longtemps, j'espère qu'elle te plaira. Et bien sûr, avant de commencer, pense à lâcher un petit like, à t'abonner, ça aide beaucoup au développement de cette chaîne. Et si tu apprécies le travail que nous produisons, alors c'est la moindre des choses, c'est gratuit, ça mange pas de pain et je t'en remercie énormément. Allez, pour commencer, on a Van Eck qui lance un fonds à 30 millions de dollars sur la crypto et l'IA. Donc là encore, c'est une nouvelle qui est très positive, car ils vont aider à financer des projets qui pourront potentiellement faire révolutionner ce secteur de la crypto et de l'IA combiné. Et également, on peut voir que c'est un peu sur la lignée de la nouvelle que je t'avais déjà montrée en septembre entre BlackRock et Microsoft qui lançaient également un fonds sur l'IA, et ça avait pas mal fait de bruit. Là encore, on a les institutionnels qui rentrent pieds joints dans la crypto et dans l'IA, donc c'est très très positif pour le marché. Également, on a encore Larry Fink qui parle de Bitcoin et qui le compare encore une fois à de l'or, et donc du coup qui est un asset vraiment propre à lui-même, autre que des commodities, qui est vraiment différent et dont l'utilisation dans le monde digital va pouvoir peut-être révolutionner beaucoup de choses. Donc là encore, on a Larry Fink qui est très très bullish sur Bitcoin, et ça c'est positif. Tant qu'on n'a pas d'euphorie et qu'on n'a pas un Larry Fink qui parle de Bitcoin à la télé, moi je vous dis que c'est positif et que c'est plutôt bullish. Par contre, lorsque l'opposé se produira, que BlackRock et que Larry Fink passera à la télé pour parler de Bitcoin alors qu'on a une période euphorique, là, je te conseille de prendre des décisions et de t'inquiéter, voire de commencer à te poser des questions. Également, on a une petite stat au niveau du prix après l'halving, et on peut voir que, en fait, on est vraiment toujours dans le scénario habituel où on commence à partir. Je ne vais pas prendre en compte 2012 car c'est vraiment une période qui est totalement différente. Mais en tout cas, si on part du principe que 2016, 2020 et 2024 sont vraiment les bull runs où en fait on a beaucoup plus de masse, on a beaucoup plus de personnes qui s'y intéressent, ça devient beaucoup plus mainstream, et bien tu peux voir qu'à chaque fois le prix après le halving se stabilise et a tendance à range. Alors nous on a un range qui est descendant depuis un moment, mais si tu regardes bien, en 2020, en 2016, il y avait également un range qui a duré assez longtemps, avec 2016 qui a commencé à monter tout à petit avant d'exploser fortement. Et donc là, est-ce qu'on pourrait voir au final continuer peut-être ce range encore un petit peu avant de monter de manière parabolique? En tout cas, si on se réfère sur les cycles précédents, c'est vraiment ce qui devrait se passer, et je pense qu'on est vraiment beaucoup plus proche de cette hausse qu'on ne le pense. Il y a les élections américaines qui arrivent très bientôt, et donc je pense qu'après les élections, on devrait avoir un peu plus de visibilité sur le marché et potentiellement avoir le départ de ce bull run. Car comme tu sais, je l'ai encore montré lors de ma dernière vidéo, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder. Et bien à chaque fois qu'on a les élections présidentielles, la suite c'est un bull run qui se prépare. Donc est-ce que l'histoire va se répéter encore une fois? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Également, on a ici une parabolique qui est basée, tu vois, sur les élections et sur le halving. Donc je ne prends toujours pas 2012 parce que pour moi, c'est un cycle qui est d'une autre période. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes acteurs. Donc, c'est vraiment pas pertinent de le prendre en compte. Mais par contre, là, on peut voir qu'on a le halving ici en 2016, les élections par la suite. Entre temps, on a ce range dont je te parle juste avant. Pareil pour 2020, tout simplement. On a ce range là entre l'halving et les élections. Et là, eh bien, on fait la même chose. On fait vraiment la même chose. Donc, c'est vraiment incroyable de voir à quel point le marché est cyclique. Et si on reporte du coup la performance basée sur cette parabole, eh bien, on peut voir qu'à chaque fois, on vient la toucher. Et si on pourrait venir toujours entre 120 et 170 000. Tout dépendra de la target où le bull run s'arrête. Là, ce que ça montre, c'est que si on est encore dans justement ce cycle qui se répète, eh bien, en fait, on a le bull run qui est devant nous. Actuellement, si tu n'es pas positionné, si tu as du stabcoin, si tu n'es pas investi dans le marché, je ne sais pas ce que tu attends. Bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire, mais de ce qu'on voit, en tout cas de la période cyclique, c'est en tout cas un bon moment pour se positionner. Et on va le voir encore plus au fur et à mesure de cette vidéo. Également, si on compare les deux derniers cycles, on peut voir qu'il y a toujours une corrélation entre Bitcoin qui part en premier et le marché des altcoins qui ensuite le suit. Comme tu peux le voir ici, le 14 décembre, on avait Bitcoin qui avait commencé à franchir son dernier ATH. À côté de ça, on avait les altcoins qui étaient toujours à la ramasse derrière, qui n'avaient pas passé les 0,25 de ce Fibonacci. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Bitcoin a continué à exploser et que les altcoins ont enfin commencé à rattraper le retard qu'ils avaient. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un Bitcoin qui est déjà proche de son ATH. Là, il y a un petit peu d'avance, mais c'est sûrement à cause ou grâce, sûrement grâce plutôt
aux ETF. Et à côté de ça, on a les altcoins qui n'ont pas vraiment encore performé, même si on a de belles performances aux altcoins, notamment sur certains mêmes coins, on peut voir qu'ils sont toujours un petit peu en retard comparé au dernier cycle. Et donc, ce qui devrait se passer, c'est que lorsque BTC va casser fortement à la hausse avec son ATH qui tombe, eh bien, on devrait avoir les altcoins qui vont rattraper tout ça. Et c'est ce qu'on appelle une all saison. Il y a toujours un petit décalage, toujours Bitcoin qui part en premier et ensuite les altcoins qui vont suivre. Alors quand Bitcoin part, les altcoins ne restent pas assis par terre à attendre à le regarder. Non, en même temps, ils commencent aussi eux à monter. C'est ce qu'on a vu lors du dernier cycle, entre octobre et mars. Et je pense clairement que ça va se reproduire de la même manière. Lorsque BTC va partir fortement, eh bien les altcoins vont partir fortement. Et en premier lieu, ça sera toujours les leaders de certains narratifs. Des leaders dont je te parle déjà depuis plusieurs vidéos. Donc on en a parlé là dans la vidéo dernière, dans la vidéo d'encore avant, où je te montre une ribambelle d'altcoins qui était très intéressant, dont certains ont déjà bien performé. Et clairement, on est sur un script qui est vraiment identique au dernier cycle. Je dis que je ne reprenais pas 2012 à 2016. Mais là, comme tu peux le voir, on a le top ici au bout de 33 mois, car le graphique est en monthly. Chaque bougie est égale à un mois. On a le bottom ici au bout de 46 mois. Et ensuite, on a encore 35 mois pour revenir taper le top. Au bout de 47 mois, à partir du bottom, on se retrouve sur le nouveau bottom. On repart sur un cycle de 35 mois pour trouver le top. Au bout de 47 mois, on trouve le bottom. Donc c'est toujours un an après. En général, une fois qu'on a le top, on a le bottom un an après. À chaque fois, ça a été ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arriverait aux 35 mois proches de 2026. Donc, ça devrait arriver courant 2025. Pas parce qu'on est toujours sur du 35 mois que ça fera 35 mois. Ça peut s'arriver un peu avant. On a vu 33 mois. Ça peut faire un peu plus, 37 mois. Il n'y a pas de règle fixe. Mais en tout cas, on peut voir que le marché est d'une cyclicité qui est incroyable. Le script est parfait. On est sur quelque chose qui se reproduit à l'identique. Et peu importe qu'on ait cassé la TH avant le halving. Ça, c'est vraiment qu'un détail. C'est un détail qui fait parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours sur le même scénario, avec sûrement un bottom qui arrivera un an après. Donc si on calcule, on est actuellement à 24 mois et donc il resterait potentiellement 11 mois de plus. Ce qui ferait que le bull run se terminerait l'an prochain en novembre. Maintenant, est-ce que ça va être l'an prochain en novembre? On va voir. On ne peut pas vraiment savoir ce qui sera demain. On n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, on est toujours sur ce cycle qui ne bouge pas. On est toujours sur un cycle identique. Et on peut même le voir au fur et à mesure de ce cycle qu'on connaît là. On a eu donc le bottom qui était ici en 2022 avec la faillite de FTX malheureusement, et par la suite on a vu quoi? Une hausse, une stabilisation, une hausse, une stabilisation. Ce qu'on attend maintenant, c'est la prochaine hausse. C'est la logique qui devrait se passer. C'est toujours comme ça que se construit un bull market. C'est on monte, on stabilise, on monte, on stabilise. Donc clairement, moi je pense plutôt qu'on arrive dans une période où on devrait avoir la prochaine jambe haussière. Également, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, c'est que le bottom, le dernier bottom en tout cas, a l'air de se faire souvent en octobre. Et que d'après JPEG, il n'y a jamais de nouveau plus bas après le 12 octobre. Comme tu peux le voir ici, la date du bottom se fait, par exemple, là c'était le 6 octobre, 12 octobre, 1er octobre, 2 octobre, 6 octobre, 12 octobre, 4 octobre, 5 octobre, 1er octobre, 5 octobre, 2 octobre. À chaque fois, on a le prix du bottom ici et le prix à la fin d'octobre. Et donc là, tu vois que c'est plus élevé. Plus élevé, c'est plus élevé, c'est plus élevé, c'est plus élevé, c'est plus élevé. Chaque fois, c'est plus élevé. Donc, si on reste encore une fois sur ce schéma cyclique qui se répète, eh bien, le bottom est passé. Le bottom est passé et à la fin d'octobre, on aura un prix qui sera beaucoup plus élevé que le bottom que nous avons eu ce mois-ci. Le bottom qui était donc ici le 10 à 59 000. On a des indicateurs qui nous montrent qu'on pourrait venir chercher beaucoup plus haut. Maintenant, on a aussi le rainbow chart dont il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup. Mais là, on peut voir quoi? C'est qu'on est toujours dans des périodes où on attend d'avoir une résolution haussière. La dernière fois qu'on était ici, on est monté encore plus haut. On n'est pas dans un marché qui surchauffe. Je pense que les semaines qui arrivent, et je pense pas que je me mouille énormément, on est proche du bull market. Maintenant, bon, ben, j'ai pas de boule de cristal et s'il faut, je me trompe. Mais je pense pas me tromper. L'avenir nous le dira, tout simplement. Allez, on va parler un petit peu de Solana et on peut voir qu'on a une TVL qui dépasse les 6 milliards de dollars sur Solana. Donc on peut voir qu'ils font un plus haut depuis janvier 2022. Janvier 2022, c'était la fin du bull market précédent. Donc c'est très bien. Ça prouve que il y a une grosse traction qui est sur Solana. Je pense que tout le monde l'a déjà deviné. En tout cas, tous les gens qui s'y intéressent fortement. Et je pense que ça continue à se développer au fur et à mesure du temps. Donc Solana, c'est un écosystème à surveiller. Comme je te parle souvent de l'écosystème de Base, l'écosystème Solana, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Également, on peut voir qu'au niveau global, on a les ETF qui, pendant le Q3, ont vu une rentrée d'argent record. Voir qu'il y a eu 501 milliards d'entrées nettes pendant le Q3 2024, ce qui est un record depuis bien des années. Donc ça prouve à quel point le marché
a tendance à pouvoir encore monter. Et surtout, j'ai l'impression que les investisseurs veulent se protéger du dollar, veulent se protéger avec des actifs, hein. Et vu que les taux sont en train de baisser, les actifs non risqués avec les bons du trésor sont du coup beaucoup moins rentables. Et c'est beaucoup plus rentable de venir se positionner sur les actifs à risque. Et avec les ETF, tu peux du coup t'exposer à tout ça, aux actions, à certains domaines, à Bitcoin, à Ethereum maintenant aussi. Donc on va voir par la suite quelles ont été les entrées sur Ethereum et sur Bitcoin. Mais comme on peut le voir, c'est à mon avis une manière de se protéger, surtout que si l'inflation repart, il vaut mieux avoir des actifs à risque qu'avoir du dollar. Allez, au niveau du coup des ETF BTC, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'infos depuis la dernière fois qu'on s'est quitté. Donc la dernière vue de presse c'était le 1er octobre, donc voilà, on était parti sur un moins 242 millions qui sortaient des ETF. À ce moment-là, on avait des problèmes avec l'Iran, etc. Donc un peu de peur sur le marché, ce qui explique très bien pourquoi il y avait un peu de sortie. Mais comme tu peux le voir, ça n'a pas vraiment duré car par la suite, on a eu encore 2 fois moins 50 millions et puis ensuite on a commencé à avoir plus 25 et enfin plus 233. Donc clairement, ça a pratiquement ravalé toute la baisse. On a encore eu un petit peu de baisse avec moins 18, moins 30, moins 80 millions. Mais après, par la suite, on a eu une très belle bougie à plus de 150 millions et enfin plus 555 millions. Donc c'est un plus haut depuis juillet carrément. Donc c'est très très positif. On a eu par la suite encore un peu plus d'entrées avec plus 373 millions, ça c'était hier. Donc avant-hier on a eu un très très bel inflow et ça continue à rentrer dans les ETF. Donc concrètement on peut voir qu'il y en a de plus en plus d'affluence dans BTC via les ETF et plus on va se rapprocher de l'ATH et forcément plus le market cap va augmenter. Et on se rapproche déjà d'un ATH de market cap sur les ETF. Et ensuite, au niveau du volume, c'est intéressant de voir quelque chose, c'est qu'on a des volumes qui sont quand même assez plats. Ils sont assez plats comparé à ce qu'on avait en mars. Donc, je t'invite à regarder ça lorsqu'on sera en période d'euphorie. Comment seront les volumes? Et on le regardera aussi ensemble dans les revues de presse. Au niveau d'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai pas regardé depuis un moment. Du coup, à partir du 1er octobre, on a eu une grosse perte de 48 millions. Et depuis, ça fluctue entre plus 19, moins 3, plus 7, moins 8, plus 10, moins 100 000, plus 17 millions, plus 12 millions. Donc, les ETF Ethereum, pour l'instant, ils intéressent pas du tout. Ils intéressent pas du tout et je pense que ça viendra lorsque on rentrera dans cette période parabolique où BTC viendra casser ATH sur ATH. Et à ce moment-là, Ethereum commencera à reprendre plus d'aplomb. Et en tout cas, on espère voir un Ethereum bien performer lors du prochain cycle haussier. Allez, au niveau du sentiment du marché, on peut voir qu'on a un petit relent sur Bitcoin et sur Ethereum. Sur Ethereum, pas du tout. Sur Bitcoin, un petit peu. On passe à 39. On reste sur des niveaux assez bas, de toute manière. On est plutôt proche de fin octobre quand tu vois, le marché était en train de reprendre. Donc, on a des similitudes à ce niveau-là. Donc, très positif. Là, on est sur les recherches YouTube. Si je mets sur les recherches web, on peut voir que là, en fait, ça intéresse toujours personne, hein. Donc, toujours un désintérêt. On n'est même pas à ce niveau-là et il faudra vraiment que BTC vienne performer un peu plus pour rajouter cet intérêt-là. Mais en tout cas, très positif. On est toujours sur un sentiment en fait qui nous montre qu'on peut aller beaucoup plus haut. Au niveau de NFT et de crypto, donc sur les recherches web, on peut voir que toujours plat. On est toujours sur des niveaux très très plats. On se rapproche des niveaux de novembre, mais du coup, il y a encore pas mal de marge. Il y a encore pas mal de marge. On peut voir que les NFT ont une mini relance, même pas, ça c'est vraiment dérisoire. Donc clairement, on est sur des sentiments oubliés sur la crypto, sur le NFT. Donc c'est très positif pour la suite. Au niveau des recherches sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut voir? On n'a pas vraiment de beaucoup plus d'intérêt. On a un intérêt constant sur la crypto au final, parce que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus mainstream et les gens regardent toujours des vidéos YouTube. Voir qu'il y a un peu plus d'intérêt fin septembre, mais après voilà, on n'est pas sur des niveaux de 2021, mais on est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Sur les NFT, par contre, tout le monde s'en fiche. Au niveau de Memecoin Bull Run à la saison, on peut voir que les Memecoins ont tendance à repartir un petit peu. Ils repartent un petit peu, donc un peu plus d'attrait sur les Memecoins. Donc, c'est vraiment des Memecoins intéressants à regarder. Sur All Saison, tout le monde s'en fiche. On est sur des niveaux très très bas. Et sur Bull Run, pareil, on a eu un petit relent fin août, mais on est toujours sur quelque chose de très très bas, donc rien à signaler sur ce côté-là. Au niveau du Fair and Grid, on peut voir qu'on est repassé en grid. Le mois dernier, on était dans la peur sur le niveau max, qu'est-ce que ça donne? On se retrouve ici dans le grid. Maintenant, pour moi, on peut encore monter bien plus haut. Comme tu peux le voir, en mars, on était vraiment passé dans du extreme grid au-dessus de 84. Maintenant, on n'est quand même pas à court terme à l'abri d'un petit repli, manière de faire un petit peu saigner le sentiment, faire que les gens craignent un petit peu la peur et tout. Mais en tout cas, on peut voir que même lorsqu'on commençait à partir, c'était quand l'année dernière, on était vite monté dans le grid, hein. On peut voir que 11 novembre, tu vois, fin octobre, voilà, 28 octobre, on était déjà au même niveau de grid. Et on y est resté pendant un moment, on a une belle correction
à partir de janvier, lorsque les ETF sont sortis, on a créé un petit peu de peur sur le marché, on est redevenu un peu neutre et après on est reparti. Donc clairement, quand on rentre un petit peu dans le gris, c'est pas quelque chose qui est très inquiétant. Au contraire, ça prouve qu'on a une petite relance sur le marché et qu'on devrait continuer dans ce sens-là. Alors au niveau des liquidations, on peut voir qu'on a quand même beaucoup moins de liquidations à venir chercher vers le bas. On peut le voir que même si on descend à 30 000, on a beaucoup moins de liquidités à aller chercher vers le bas que à aller chercher vers le haut. On a toujours de grosses poches de liquidités qui nous attendent au-dessus des 70 000, qu'on a l'air de vouloir peut-être venir chercher, et aussi au-dessus des 72 000. Et par la suite, on pourra continuer à rentrer en price discovery, à voir comment le marché se comportera à ce moment-là. Donc clairement, même si je réduis un peu la time frame, là, l'intérêt, tu vois, qu'on avait pas mal de liquidités à venir chercher, on est venu les taper. On est venu les taper, maintenant on va certainement venir chercher les 70 000. Ça joue vraiment comme un aimant, hein. C'est vraiment un aimant qui va venir chercher les liquidités. Il n'y a pas d'intérêt à venir trop bas, mais en tout cas, il y a plus d'intérêt à venir chercher plus haut. Donc maintenant, moi j'ai tendance à penser qu'on va aller chercher un nouvel ATH, mais d'abord on viendra chercher 72 000. Au niveau du funding rate, on est toujours dans le vert, il n'y a pas de problème là-dessus, le marché n'est pas en surchauffe. Et j'ai aussi un nouvel indicateur à te montrer, c'est une heatmap du RSI. Et donc là, on peut voir qu'au niveau des RSI, il n'y a pas de surchauffe. En général, plus on monte vers le haut et plus un token est suracheté. Mais là, tu peux voir qu'en général, il y a des tokens qui sont survendus, il y a des tokens qui sont assez faibles, mais on est dans un average, dans une moyenne plutôt neutre en fait. Donc moi, ce que j'attends de voir, c'est vraiment la majorité de tout ça là-haut. Et lorsqu'on aura la majorité de tout ça là-haut, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour se dire, ah, on se rapprocherait peut-être de la fin de ce cycle-là, tout simplement. Donc là, pour moi, au niveau du sentiment du marché, eh bien, on peut venir chercher plus haut. Et je pense qu'on va aller chercher plus haut. Alors, au niveau de la macroéconomie, on peut voir que au niveau des taux d'intérêt, le marché s'attend à une baisse de 0,5% le 7 novembre à 93%. Donc là, c'est clairement un consensus qui pense que voilà, la Fed va baisser ses taux de 0,5% et donc passer de 5% à 4,5%, tout simplement. Également, ils attendent encore une baisse de 0,25% pour le 18 décembre. On aura encore une baisse de 0,75% d'ici la fin de l'année. On devrait encore avoir d'autres baisses d'ici 2025, mais comme tu sais, j'aime pas voir trop loin sur une anticipation du marché sur la baisse des taux parce que en fait le marché il se vit aussi au jour le jour et suivant les datas qu'on récolte, eh bien on peut avoir des changements. Donc en tout cas, une baisse de 0,5% d'ici le mois prochain, donc on est à moins d'un mois de cette annonce, eh bien ça pourrait être assez positif pour le marché pour relancer encore plus ce bull run avec des liquidités qui pourraient rentrer encore plus. Au niveau de l'inflation PPI, donc là c'est l'inflation sur les coûts de production pour les entreprises. On peut voir qu'elle a augmenté à 1,8. Donc là c'est peut-être pas hyper positif. Alors ils avaient une target à 2% sur l'inflation. Là on passe à 1,8 à la place de s'attendre à 1,6. J'ai envie de te dire ça va. On n'est pas non plus dans un cas extrême. Mais si on a une relance de l'inflation, il faudra se méfier, tout simplement. Au niveau de l'accord PPI, donc l'accord PPI, c'est pareil que la PPI, sauf que ça va enlever tous les éléments qui sont assez volatiles, tels que les aliments, tels que les matières premières, l'énergie, le pétrole, etc. Et donc là, on peut voir qu'on est aussi à 2,8 à la place de 2,7. Donc ça veut dire que même si on enlève du coup l'énergie et les produits qui sont assez volatiles, on est toujours au-dessus des 2%. Donc on se rapproche même des 3%. Donc il faudra quand même se méfier par rapport à ça, parce que là, en fait, la Fed veut baisser les taux d'intérêt, mais si on voit que l'inflation est en train de reprendre, baisser les taux d'intérêt, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, à voir comment l'inflation se comporte au fur et à mesure des prochains mois. Il faudra vraiment surveiller, parce que si on a une relance de l'inflation qui est forte, ça pourrait couper court à un bull run. En tout cas, entre-temps, on peut avoir un très beau bull run. Surtout s'ils baissent les taux d'intérêt et s'ils injectent de la liquidité. Au niveau de l'inflation CPI, ben là, on peut voir qu'elle tombe à 2,4%, mais qu'elle est toujours au-dessus de ce qu'ils attendaient à 2,3%. Donc l'inflation CPI, là, ça va plutôt mesurer les dépenses des ménages, notamment l'alimentation, les loyers, les transports, les frais scolaires, l'habillement, enfin voilà, tout ce qui va dépenser un ménage pour vivre. Bon, là, on peut voir quand même que ça descend, mais on est toujours au-dessus des expectations, donc à voir ce qu'il en sera par la suite. Par contre, au niveau du corps CPI, donc là, c'est pareil que la PPI, ça va exclure directement tout ce qui est très volatile, tel que l'énergie, tel que certains aliments. Et donc là, on peut voir que ça monte à 3,3%, alors qu'on s'attendait à avoir 3,2%. Donc on est quand même pas proche des attentes à 2% par rapport à l'inflation. On a l'accord CPI qui augmente un petit peu. D'ailleurs, The Kobayashi Letter nous dit que ça augmente pour la première fois depuis mars 2023, donc ça faisait à peu près un an et demi, voire un peu plus que ça n'avait pas augmenté. Maintenant, est-ce que ça va continuer à augmenter? Et ça, c'est les prochains mois qui vont le dire, tout simplement. Mais en tout cas, si on a un retour de l'inflation, je le répète, il faudra se méfier. Également, on peut voir qu'on a eu les chiffres cette semaine des gens qui se déclarent au chômage. Et on peut voir qu'il y a eu 258 000 personnes alors qu'on attendait 230 000 personnes. Donc là, c'est quand même pas hyper beau. Ça montre qu'il y a peut-être encore, au niveau du taux de chômage, peut-être une relance qui va se faire. Même si on a quand même des chiffres qui sont plutôt encourageants. D'un autre côté, au niveau des non-farm payroll, qui indique notamment le nombre de postes de travail qui sont créés ou supprimés chaque mois aux États-Unis. Donc on s'attendait à 150 000. Précédemment, on avait 159 000 et là on a eu 254 000. Donc on a eu pas mal de jobs justement qui sont
arriver sur le marché. Et ça peut être quand même assez positif. Avec un taux de chômage qui a baissé de 4,2% à 4,1%. Donc là encore, on a le taux de chômage qui continue à baisser. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça fait déjà 2 mois qu'on a le taux de chômage qui baisse. On était à 4,3%, on est passé à 4,2% et maintenant 4,1%. Donc c'est plutôt encourageant. Également, on a une révision pour les datas de juillet avec 50 000 jobs qui ont été ajoutés, qui ont été ouverts en plus. On peut voir aussi qu'en août, ils ont ajouté 17 000 jobs. Du coup, est-ce que l'économie, en termes d'emploi, est vraiment en train de se contracter fortement? Je pense qu'il y a oui une contraction, mais pour l'instant, c'est encore léger. Et j'ai envie de dire que pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à l'instant T. Mais on va continuer à suivre ça et je te tiendrai au courant dans les prochaines émissions. Mais on peut voir également de notre côté que d'une certaine manière, le marché du travail est en train de se contracter et notamment parce que les temporary help service jobs sont en train de baisser year to year de 5,2%. On peut le voir ici sur les graphiques. On arrive sur des niveaux qui se rapprochent potentiellement de la pandémie, de 2008, etc. Et à chaque fois, ça a mené à une récession. Donc pour l'instant, on est encore dans la descente. On n'est pas sur des niveaux qui étaient au Covid ou qui étaient en 2008. On se rapproche quand même sur des niveaux qui étaient en 2000-2004. Maintenant, c'est pas le seul facteur. Certains vont venir dire oui, voilà, la récession va arriver parce que ça a baissé. Non, faut arrêter. On est sur un indicateur en plus. Donc oui, ok, on a d'une certaine manière le marché du travail qui se contracte. D'une autre, ça nous montre que ça tient encore la route. Maintenant, on est sûrement qu'aux prémices d'une potentielle récession. Et ça peut durer encore longtemps, ça peut durer encore quelques mois. Donc pour l'instant, là-dessus, RS, mais il faut quand même surveiller. Par contre, on a des bonnes nouvelles. C'est que du côté de la Chine, ça va envoyer des milliards de dollars. Donc là, on peut voir que la Chine devrait renvoyer 283 milliards cette semaine. Donc ça, c'était quand? C'était le 10 octobre. Donc ça devrait arriver cette semaine, voire peut-être la semaine prochaine. Là, on peut voir également qu'ils ont envoyé 70 milliards en plus pour stimuler l'économie, les marchés capital, etc. On peut voir qu'au total, ça fait plus 350 milliards à peu près qui sont injectés dans l'économie via la Chine, qui donc eux sont dans une forme de déflation et la déflation c'est toujours pas très très bon non plus. Ça c'est très très bullish. Comme je te le dis à chaque fois, ce qui drive le marché c'est la liquidité. Donc si la liquidité augmente, c'est très positif. On peut voir également que la monnaie supply aux US a augmenté et qu'elle a touché les 21,17 trillions en août, qui est le plus haut niveau depuis janvier 2023. Donc là encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, on nous dit qu'on a une politique restrictive sur la monnaie. Eh bien en fait, pas du tout. Regarde, depuis 2023, qu'est-ce qu'il y a? C'est en train de monter. Depuis quand? Depuis les premières crises bancaires qu'on a eues en 2023 avec la SVB, etc. Donc là encore, on peut voir que les USA injectent de la monnaie, en tout cas c'est sûrement caché. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène surtout peut-être un retour de l'inflation. Car oui, bien sûr que si tu rajoutes de la monnaie dans l'économie, ça va relancer l'inflation. Donc clairement, si en plus de ça, ils assouplissent les taux d'intérêt, s'ils assouplissent un petit peu tout ça, eh bien l'inflation pourrait repartir comme en 40, tout simplement. Donc là encore, comme je te dis, tout est une question de liquidité. Il faut que la liquidité rentre dans le marché pour que nous connaissions le bonheur avec un bull market, surtout quand on est exposé. Allez, au niveau des graphiques, qu'est-ce qu'on a? Bien voilà, je te ressors le même graphique que j'avais déjà la dernière fois. C'est quoi? C'est vraiment ce qu'il s'est passé. Donc jusque-là, ça allait très bien. On a une nouvelle baisse encore et puis on est remonté. Donc là, on est venu toucher, c'est ce que je disais. Et là, potentiellement, on pourrait avoir une descente qui se rapprocherait peut-être par ici, peut-être un peu plus haut. Comme je te disais, à court terme, en fait, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite descente, surtout pour dire ah putain ça en fait non on va pas remonter, on va continuer à baisser, etc. Et ça pourrait rajouter un peu de peur sur le marché. Donc si je me mets à jour, ben, en fait hop, il y avait juste à déplacer par ici et donc maintenant moi je reste sur un scénario identique, tu vois. Je pense qu'on peut revenir très bien sur les 65 000 dollars. Donc là comme tu peux le voir on a un très beau W en daily qu'on peut venir retester ici. Il faudra venir retester cette mèche là, donc au niveau de 64 000 65 000 dollars. On peut revenir plus bas bien entendu au niveau de 63 500. Donc clairement pour moi le scénario il est toujours en place et maintenant il va falloir venir casser ici cette tendance baissière. Tant qu'on n'aura pas cassé, en fait on va rester bloqué dans ce piège là et en fait on pourrait très bien revenir clairement retoucher en bas. Hop, si je l'allonge un petit peu, on pourrait très bien revenir toucher en bas et donc ça nous ferait revenir aux 51 000 dollars. Maintenant, moi personnellement ce scénario je l'exclus, mais il faut penser que tout est possible dans le marché. Également j'ai une deuxième trendline que j'avais tracée à côté, là elle serait cassée. Donc après elle pourrait très bien venir rechercher plus bas. Concrètement elle pourrait très bien venir taper ici avant de repartir au-dessus, s'appuyer, accéder de suite. On est sur des scénarios similaires à ce que je te montre juste avant. Mais soit elle est cassée, soit on est en train de la retoucher, de la rejeter. Donc ça, c'est les prochains jours, les prochaines semaines qui vont nous dire ça. Maintenant, on n'a jamais été aussi proche de venir casser. On n'a jamais fait une aussi belle clôture au-dessus de cette trendline. On a eu des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. On a encore fait un plus haut de plus en plus haut ici du coup. Là, je pourrais le mettre en vert. Hop, ici. On a fait du coup le plus bas
qui est de plus en plus haut aussi, qui était donc ici. Donc clairement, on est sur une dynamique haussière. On est actuellement sur une dynamique haussière. Maintenant, il va falloir faire un plus bas plus haut que le dernier plus bas et revenir casser ce plus haut pour venir également casser ce plus haut qui était ici. Donc voilà. Une fois qu'on aura réussi à casser ici, déjà on sera encore plus assez serein concernant la suite de ce cycle et avec un BTC qui pourrait notamment venir chercher beaucoup plus haut. Sachant que l'une des premières targets du coup de mon Fibonacci ici, ça va être de venir casser les 0,27 ici et donc de venir casser ce plus haut. Mais ensuite on viendra chercher directement la TH aux alentours des 75 000 $. Sachant que l'objectif premier de ce Fibonacci ici, ça serait de venir clairement ici chercher les 89 000 $ et ça correspond très bien avec mon Fibonacci que j'ai tracé ici autour des 1,6 qui est une extension du Fibonacci. Donc voilà, clairement sur BTC il n'y a plus qu'à attendre encore un petit peu, mais en tout cas c'est assez positif. On voit qu'on a bien tenu ce support là, on vient en tester la borne haute sur la trendline baissière. Maintenant on veut la casser. Allez, au niveau du crypto total, donc de la capitalisation boursière de tout le marché crypto, on peut voir que là on est dans un drapeau qui n'a pas encore cassé, c'est le même schéma que BTC. Donc ce qu'on veut voir, c'est le casser et repartir à la hausse. Et si on regarde un petit peu dans le passé, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que à partir d'ici, on avait eu également quelque chose de similaire. On avait eu une belle hausse, la TH avait été cassée, il me semble, sur BTC, oui, plusieurs fois même. Et donc là, on a commencé à faire un drapeau à la baisse. Et sur Adben, c'est vraiment identique à ce qu'on a aujourd'hui. Donc concrètement, une fois qu'on l'aura cassé, potentiellement, on va vraiment connaître ce bull run qui était vraiment ici. Avec aussi, pas que Bitcoin qui surperforme, mais tous les altcoins. Au niveau du crypto total 2, donc qui est exclu BTC, là encore on est dans cette tendance. Il va falloir venir la casser pour venir chercher des plus hauts. Donc c'est clairement ce qu'on veut voir, ok ici. Au niveau du crypto total 3, donc là ça exclut BTC et Ethereum, on peut voir que c'est assez bullish. Pourquoi? Parce que là on a vraiment cette tendance baissière qui a été cassée à la hausse, elle est venue se retester. Et maintenant, logiquement ça devrait continuer à pumper. Donc là ça pourrait annoncer que les altcoins en général vont venir surperformer BTC et Ethereum. Donc c'est très positif pour les gens qui sont exposés aux altcoins. Donc concrètement, là, tout ce qu'il y a à faire, c'est venir attendre et on va venir chercher des prochaines targets. On pourrait venir cibler ici, au moins ici, sur les 700 milliards, ce qui est un compte rond, donc ça fait sens. Et ensuite, on viendra chercher le dernier plus haut que nous avons connu ici. Enfin, on pourra venir rechercher la TH au fur et à mesure du temps. Donc clairement, là, c'est très positif. Ça prouve que la tendance baissière semble être terminée. Par contre, au niveau de Ethereum, on est toujours au même endroit, ça ne veut pas hyper bouger, c'est très calme. Par contre, au niveau d'Ethereum, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on serait potentiellement sur la formation d'une épaule, tête-épaule. Et hop, ici, 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 ici et ici. Et ça serait plutôt assez bullish. Hop, voilà, on peut même la mettre ici. Et là, c'est assez flagrant, donc ça serait assez bullish et on pourrait déjà au moins revoir Ethereum venir chercher les 3500 $ à la suite de cette structure. Maintenant, elle n'est pas encore validée, il va falloir venir casser ici, s'appuyer et repartir. Mais en tout cas, ça pourrait être positif par rapport à Ethereum, qui vraiment actuellement est en train de sous-performer le marché et surtout BTC. Donc, beaucoup de frustration autour d'Ethereum, mais Ethereum reste Ethereum, il ne faut pas non plus s'alarmer par rapport à ça. Au niveau de Solana, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir qu'il essaye de venir casser ici le support que j'avais tracé. Comme tu peux le voir, il est venu le casser ici, mais ça a été rejeté. Il est revenu faire un joli W en daily, et là il est en train de le recasser, et il est en train de le retester. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un retest, comme je te disais tout à l'heure sur le W, qu'il faut un retest ici sur la ligne de coup. Donc ce qu'on veut voir, c'est un retest, mais voilà, un retest qui peut venir ici, mais ensuite on veut voir un plus haut. Donc venir casser juste au-dessus. On peut venir se rappuyer encore une fois, hein, pas de souci avec ça. Et enfin, venir chercher le canal baissier. Et là, soit on rejette et on se rappuie encore une fois, soit on vient le casser aussi. Et on monte, continue à monter comme ça en escalier. C'est toujours corrélé à Bitcoin. Si Bitcoin est bullish, eh bien les altcoins seront bullish également. Si Bitcoin est bearish, eh bien ça devrait repartir à la baisse. Donc si BTC se comporte comme on le pense, qui continuerait à monter, eh bien on aura Solana qui devrait venir suivre. Et ça pourrait aller même plus vite que ça. Donc actuellement, Solana, moi je trouve que c'est un niveau d'achat qui est correct. L'idéal, ça aurait été de venir chercher ces points bas aux alentours des 120 $. Maintenant, là, on est toujours aux prémices d'un bull run. On peut venir chercher des sommets assez hauts et en sachant qu'on a la TH aux alentours de 259 $. Donc clairement, au niveau de Solana, je trouve que c'est quand même très intéressant de se positionner si on n'en a pas. Maintenant, ce n'est pas un conseil en investissement. On a TIA aussi qui a montré quand même pas mal de belles choses. Donc on peut voir qu'il a cassé sa
tendance baissière, qu'il est venu s'appuyer dessus et que là il est en train tranquillement de faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là il n'a pas fait de plus haut de plus en plus haut ici, donc il faudra venir casser ici. On a la Golden Pocket qui se retrouve un peu plus haut, mais bon, c'est un token qui a été lancé récemment. Pas sûr que c'est beaucoup de valeur, sachant qu'il y a beaucoup de libération de tokens qui pourraient arriver à la fin du mois. Il faut aussi se méfier par rapport à ça. Mais c'est pas parce qu'il y a une libération de tokens que le token ne peut pas continuer à monter. On se rappelle, en 2021, Solana a eu une grosse libération de tokens, mais a continué à exploser à la hausse. Donc, par rapport à ça, surtout si le marché l'anticipe. Donc si le marché anticipe quelque chose, en général, il se passe l'opposé. Donc moi, je ne serais pas surpris de voir un TIA qui continue à partir à la hausse, ou en tout cas qui essaye de venir rechercher ses sommets. À un moment donné, par contre, il faudra prendre des profits, mais ça, c'est comme tout, c'est propre à chacun et ça dépend de tout ça. Au niveau de spec, donc je t'en parle quand même assez régulièrement, spec, on peut voir qu'il y a eu un très beau chart qui s'est produit. On avait une tendance baissière ici qui a été cassée. On est venu se rappuyer vraiment, c'était très joli. Et maintenant, on essaye de repartir. Il va falloir revenir chercher ce support qui n'est pas encore gagné. On pourrait très bien continuer hop, à faire ceci, revenir s'appuyer. Ça ne serait pas non plus négligeable. Maintenant, il va falloir venir casser ici pour venir chercher des plus hauts. Sachant que spec au niveau de la tokenomics, c'est quelque chose de très intéressant parce que jusqu'à mai, il n'y aura pas de libération. Donc tous les tokens sont en circulation, il n'y en a pas de nouveaux qui sortent. Et ça, c'est très positif parce que dès qu'il y aura un peu plus de hype, notamment sur l'IA, là on parle d'agents autonomes, eh bien spec pourrait repartir comme un bouchon de champagne. Au niveau d'Injective, on peut voir que les scénarios suivent son cours. On est venu casser ici. J'avais dit voilà, il va falloir revenir chercher la tendance baissière. On est revenu la chercher. Et maintenant, on fluctue tranquillement. On est toujours dans la Golden Pocket. Ce qu'on veut voir, bien entendu, c'est faire des plus hauts, venir casser ici. Donc, clairement, pour un achat, c'est aussi assez positif. Injective, ça a été l'un des grands gagnants de ce dernier cycle. De ici, on peut voir que hop, très beau graphe. Maintenant, à toi de voir ce qu'il en est. Au niveau des meme coins, je te disais que ça pouvait être très intéressant de s'exposer aux meme coins, surtout que c'est une classe active qui surperforme souvent le marché. Et donc, on peut voir quoi? On peut voir que Brett est en train de faire ce dont on avait prévu. Il le fait un peu en retard, ou alors j'étais un peu en avance. Mais voilà, on peut voir qu'il vient casser et il se rappuie. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'il ne vienne pas clôturer en dessous. Parce que s'il vient clôturer en dessous, clairement, on pourrait très bien venir rechercher ici et avant de repartir, etc. Maintenant, s'il vient clôturer là-dessus, on pourrait très bien avoir ce scénario où on peut déjà commencer à repartir et monter, venir chercher des plus hauts, hop, ici, s'appuyer avant de venir chercher un potentiel ATH. Quoi qu'il en soit, je répète encore une fois, si Bitcoin est haussier, le reste d'altcoin sera haussier. Mais voilà, donc Brett, intéressant à surveiller, Injective aussi, Spec, TIA, Solana, Ethereum aussi. Ethereum, il est boudé, donc moi je dis que c'est quand même intéressant de se positionner sur Ethereum également. Voilà, au niveau des altcoins, il n'y en a pas énormément comparé aux dernières fois. Tu peux venir revisionner les dernières vidéos et tu verras tous les altcoins que j'ai montrés. Certains n'ont sûrement pas explosé encore. Et lors de la prochaine revue de presse, je te présenterai d'autres altcoins, certainement. Donc, si ça t'a plu, pense à t'abonner, hein, parce qu'on va en voir des altcoins. Le bull run n'a pas commencé et je peux te dire qu'on va en faire le tour de certains. Allez, avant de terminer, petite sagesse du jour. Ton argent dans la banque, premièrement, ce n'est pas ton argent, elle appartient à la banque. Deuxièmement, ce n'est pas de la monnaie. Ce n'est pas de la monnaie, c'est des chiffres sur un écran, c'est du crédit, mais ce n'est pas de la monnaie, elle n'existe pas vraiment. Elles sont autorisées à avoir que 10% de leurs réserves réellement en stock. Donc, clairement, ce n'est pas de la monnaie. Et ensuite, il n'est pas dans la banque, comme je te disais. Donc, repense à ça. Si tu as trop d'argent en banque, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça. Je suis ouvert à la discussion hein, si jamais il y a besoin. D'ailleurs, on a ouvert Discord dans la description. Tu peux avoir accès à notre Discord. C'est gratuit. On peut discuter ensemble. Si tu as des questions, viens directement les poser sur Discord. On y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour cette nouvelle revue de presse. J'espère qu'elle t'a plu. Pense, comme toujours, à lâcher un like, à t'abonner. Ça aide beaucoup au référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Zero Kaneki. Ciao, ciao.